Nous avons beaucoup de chance aujourd'hui de parler de cette histoire passionnante avec vous, Patrick Rambourg, Histoire du Paris gastronomique, c'est aux éditions Perrin. Vous nous plongez dans la genèse de la gastronomie française et ça se passe à Paris au Moyen-Âge, dès le XIIe siècle. Oui, bonjour. Oui. Pour parler de l'histoire du Paris gastronomique, il faut remonter très très loin dans l'histoire, et notamment au Moyen-Âge, donc XIIe siècle, XIIIe siècle, XIIe siècle, parce que c'est là qu'on a des traces qui nous informent des premières halles de Paris. Donc cet endroit qui va devenir en fait le centre de la capitale quelques siècles après, et qu'Émile Zola va appeler le ventre de Paris. Mais c'est surtout à partir du XIIIe siècle et du XIVe siècle que vont s'affirmer des métiers de bouche, des métiers d'alimentation. Et on se rend compte que le Paris médiéval, qui avait déjà environ 200 000 habitants dans les années 1320, produisait une alimentation prête à être consommée, prête à être mangée pour une population qui n'avait pas la possibilité de se faire la cuisine à la maison. Alors vous racontez vraiment qu'il y a une profusion de nourriture qui circule, ça vient de partout, ça vient des régions, par voie fluviale, par voie terrestre. Il faut vraiment nourrir cette population qui a l'air d'être très avide de nourriture. Oui, et puis aidée par les pouvoirs publics, puisque c'est une grande ville, les pouvoirs publics ont très vite compris qu'il fallait nourrir Paris et qu'il fallait utiliser tous les moyens pour nourrir cette capitale. Et donc il y a toute une législation qui se met en place pour faire en sorte que les produits... les productions des régions environnantes de la capitale et puis progressivement des régions du pays et puis même au-delà du pays viennent se concentrent vers Paris, et notamment on va progressivement donc dans les siècles suivants construire des routes spécifiquement vers la capitale pour amener tous ces produits alimentaires qui sont une des spécificités quand même de la capitale. Et donc c'est les premiers métiers de bouche qui commencent aussi à s'organiser dans Paris. Oui. Oui, ces métiers de bouche vont s'organiser donc en corps de métier. Il va y avoir les pâtissiers, les cuisiniers oeillers, les charcutiers, les rôtisseurs, les traiteurs, les boulangers, bien sûr, qui sont un métier extrêmement important. Et tous ces métiers vont avoir des règlements de métier qui nous permettent aujourd'hui de voir comment fonctionnent ces métiers, d'avoir des indications sur leur production et de voir en fait qu'ils étaient indispensables à la nourriture de la population parisienne. Ce qui va d'une certaine façon contribuer à créer en fait une sorte de bien-être alimentaire à tel point que j'ai déjà des témoins donc au XIIIe et au XIVe siècle qui nous parlent de Paris comme une ville de cocagne, comme si c'était le pays, le paradis terrestre du monde alimentaire. Alors, on parle déjà de restauration rapide. C'est courant de manger hors de la maison ? Oui, c'est très très courant à cette époque. Là, on est encore au XIVe et XVe siècle, puisque la plupart des gens n'avaient pas la possibilité de se faire à manger à la maison. Les lieux d'habitation étaient exigus, il fallait vraiment être très riche pour avoir une grande demeure. Ceux qui disposaient d'un lieu culinaire étaient généralement faisaient partie de l'élite, de la haute société, et donc le reste de la population devait se nourrir auprès de ce que j'appelle des prestataires de services alimentaires. Donc les cuisiniers oeillers, par exemple, rôtissaient des oies, proposaient de la sauce à l'ail. Les cuisiniers oeillers proposaient aussi des viandes rôties. On fabriquait déjà des boudins. Il y avait déjà des quartiers spécifiques avec des productions culinaires assez sophistiquées. On vendait des sauces dans la rue aussi. Est-ce qu'on mangeait la même chose à la maison que dans les auberges ou les tavernes ? On mangeait dans les auberges, les tavernes, les hôtelleries, les cabarets. On pouvait acheter une nourriture auprès des professionnels de bouche, aller à la taverne, s'installer à une table et consommer cette nourriture. Donc il est difficile de dire si on mangeait pareil ou différemment entre ce qu'on pouvait acheter à la maison, notamment auprès des prestataires de services alimentaires, et des lieux de restauration. Mais globalement, ce qu'il faut imaginer, c'est que c'est une capitale déjà à cette époque, à la fin du Moyen-Âge, pleine de vitalité alimentaire et pleine de vitalité culinaire. La nourriture était partout, bien sûr, en période de prospérité et quand il n'y avait pas la guerre. Voilà. Et la cuisine était réservée aux professionnels ? La cuisine était réservée aux professionnels. On avait déjà des grands cuisiniers. Par exemple, on avait Taïwan, Guillaume Tirel, le grand chef des rois, Charles V et Charles VI. On avait tout un corps de métiers, de cuisiniers qu'on appelait les queues à l'époque. On les appelait les queues. Et dans les grandes maisons, et notamment à la cour royale, on avait de grandes brigades de cuisine qui étaient déjà extrêmement nombreuses. Qu'est-ce qu'apporte la Renaissance ? Alors,
La Renaissance, en fait, donc on est au XVIe siècle. Là, c'est pas du tout la même Renaissance que pour l'Italie. Hein, on a un décalage d'un siècle. La Renaissance, en fait, il y a une forme de continuité par rapport au Moyen Âge, mais surtout, on a une ville qui s'étend de plus en plus, et on a des témoignages, notamment des ambassadeurs vénitiens, qui nous confortent encore sur cette idée en fait que Paris est la ville du bien-être alimentaire, qu'on y mange beaucoup, qu'on a une sophistication de la table, que la nourriture est d'un accès facile pour toutes les populations. Et c'est en fait un siècle de transition qui va nous mener vers le XVIIe siècle, où là on voit que Paris devient progressivement le lieu de l'hédonisme culinaire, le lieu des plaisirs de la table en fait. Vous parliez de la cour. Il y a déjà une diplomatie de l'assiette comme on la connaît aujourd'hui. On parle aujourd'hui de ce que les chefs d'État vont servir à leurs invités. C'était déjà le cas. Oui, il y a une diplomatie de la table. On n'utilisait pas ces termes à cette époque, mais par exemple, les rois recevaient leur hôte prestigieux étranger au Palais Royal, donc ce qu'on appelle au Palais de la Cité, ce qu'on appellerait aujourd'hui la conciergerie, qui existe toujours aujourd'hui. On a des témoignages comme ça, notamment Charles V qui reçoit l'empereur Charles IV, et on a des chroniques de France qui nous expliquent en fait le déroulement de ce grand banquet. Et on a même une iconographie qui nous montre ces grands banquets. Et donc tous les personnages prestigieux qui arrivaient dans le Paris médiéval étaient d'une certaine façon reçus dans ce lieu. C'est une question de pouvoir aussi, oui, peut-être, d'étaler sa richesse, sa nourriture. Oui, et la France était un pays déjà prestigieux à la fin du Moyen-Âge. Elle le sera de plus en plus au XVIe siècle, au XVIIe siècle et dans les siècles suivants. Et la table va jouer un rôle extrêmement important. Et Paris est une capitale qui très très tôt va rayonner, non pas seulement au travers de sa nourriture, mais aussi au travers de son université. C'est à Paris que va se construire l'une des premières universités d'Europe, en fait, et qui a attiré des étudiants de toute l'Europe. Donc ce n'est pas rien. C'est déjà une ville cosmopolite, une ville internationale. Et la nourriture va contribuer d'une certaine façon, la table aussi, et la cuisine, et la grande cuisine, vont contribuer d'une certaine façon au rayonnement de la capitale dès la fin du Moyen-Âge. Est-ce que déjà il y a des influences étrangères dans cette cuisine française? Il y a les épices, sans doute? Il y a les épices, puisque la cuisine médiévale, notamment la cuisine de l'élite médiévale, est épicée. On utilise beaucoup d'épices, qui venaient d'un peu partout. Donc oui, il y a, on peut dire, une influence, mais en même temps, il faut savoir que la cuisine médiévale était épicée dans toute l'Europe, dans toutes les cours européennes. Donc les différences se font d'une certaine façon au niveau du goût, en fait, puisqu'on sait que la cuisine médiévale, donc dans le Paris de la fin du Moyen-Âge, était plus acidulée que la cuisine qui se faisait dans le sud de la France ou en Italie, voire en Allemagne, voire en Angleterre. Alors racontez-nous la naissance du restaurant au XVIIIe siècle. Oui, alors là, c'est vraiment la grande réussite du Paris gastronomique. Le restaurant apparaît dans les années 1760, bien avant la Révolution française, comme on a trop tendance à le dire, en fait, dans un contexte où il y a un débat culinaire. On parle de nouvelle cuisine dans les années 1730, 1740. Il y a vraiment un débat culinaire. Tous les érudits s'emparent de l'objet cuisine. Tout le monde parle de cuisine, tout le monde parle de nouvelle cuisine, d'ancienne cuisine, et aussi de cuisine de santé. Et c'est là qu'apparaît le restaurant. C'est le bien manger, c'est ça que vous voulez dire? C'est plus que ça. Oui, c'est-à-dire qu'on revendiquait une cuisine plus légère que la cuisine qui se faisait 20 ans auparavant. Donc déjà, cette idée de cuisine légère. Plus de raffinement. Mais les premiers restaurants vont être appelés maisons de santé. Pourquoi? Parce que le mot restaurant vient d'un vieux mot français qui veut dire bouillon. Au Moyen-Âge, quand on donnait un bouillon, on appelait ça un restaurant, on donnait un restaurant à une personne qui était malade. Donc c'était un bouillon de santé. Et les premiers restaurateurs, dans les années 1760, vont décider de proposer une cuisine plus légère, une cuisine dite de santé à une élite. Qu'elle soit femme ou homme. C'est-à-dire qu'on va ouvrir des salons spécifiques aux dames et ils vont se démarquer des autres lieux de restauration qui existaient déjà, comme les auberges, les hôtelleries, les cabarets, les tavernes, les traiteurs, en proposant une cuisine extrêmement sophistiquée, un lieu de très grand raffinement où on pouvait à la fois y prendre une nourriture intellectuelle comme une nourriture terrestre. Justement, à partir de quand manger n'est pas simplement pour se nourrir, mais devient un plaisir? Le plaisir de la table. Alors, le plaisir de la table est très très ancien. On pourrait remonter dès l'Antiquité en fait. On a des traités culinaires qui nous expliquent les plaisirs de la table, des traités de gastronomie. On pourrait même aller à l'éparienne mésopotamienne. On a des tablettes cunéiformes qui nous présentent des recettes ou un code alimentaire. Donc le plaisir de la table, il est là pratiquement avec les premiers hommes, dès lors qu'ils comprennent que cuisiner en fait apporte
De la nourriture spirituelle aussi, et c'est aussi au XVIIIe siècle qu'apparaît ces dîners-salons où les artistes se réunissent, où on ne dîne plus avec son conjoint ou seul, où là, ça devient, on tient salon en fait. Oui, alors le restaurant va apporter déjà une très grande liberté par rapport aux repas qui se faisaient chez les élites dans un contexte privé. Et donc les dîners parisiens, comme je les appelle, voire les salons, apparaissent au XVIIIe siècle, mais surtout se confortent et se développent au XIXe siècle. Et là, c'est vrai qu'il y a des dîners réguliers de peintres, de publicitaires, de journalistes, de littéraires, et chaque groupe, chaque communauté, chaque association va avoir son dîner dans un restaurant spécifique. Et puis chaque région, puisque Paris va se constituer aussi d'une population régionale, tous ceux qui montent sur la capitale, ou voire tous les étrangers qui arrivent sur la capitale, vont créer leur propre dîner, ce qui va contribuer encore une fois au rayonnement gastronomique de la capitale. Et donc, ces restaurants-là sont réservés à une certaine élite. Au début, oui, mais ensuite, non. C'est-à-dire la grande réussite du restaurant, c'est-à-dire que c'est vrai que le restaurant aurait pu être au XVIIIe siècle un épiphénomène, un phénomène de mode, ça aurait pu durer quelques années puis disparaître. Mais non, parce que progressivement, les restaurants vont se populariser, vont se démocratiser et vont s'adresser à une clientèle beaucoup plus large. Et notamment, il va y avoir une catégorie de restaurants qui va arriver que l'on va appeler les restaurants à prix fixe, qui vont présenter en fait des menus, tout compris, de l'entrée au dessert, incluant le pain et le vin. On n'a rien inventé, à un prix raisonnable et à un prix fixe qui va permettre à la clientèle de savoir ce qu'elle va payer quand elle va s'installer à table. Mais surtout, au milieu du XIXe siècle, va être créé un restaurant qui va devenir très populaire, c'est le bouillon. Le bouillon que l'on connaît encore aujourd'hui. Qui revient à la mode. Qui revient à la mode. Et c'est un boucher qui va créer ce bouillon, parce qu'un boucher qui avait une boucherie dans les quartiers chics de la capitale, et il lui restait sur les bras ce qu'on appelle les bas morceaux, les morceaux de viande qu'il ne vendait pas à sa clientèle riche. Il a décidé d'une certaine façon de les cuire, de les transformer en bouillon, de cuire ça dans un bouillon, et de proposer ce bouillon avec des morceaux de viande à une clientèle modeste en fait, et ça va fonctionner et ça va marcher. Et parle-nous de la création des premiers cafés. C'est une institution très parisienne aussi, de s'attabler en terrasse au café. Comment naît le café? Alors le café, alors déjà là on retourne un peu en arrière au XVIIe siècle. Alors, le café en tant que boisson arrive dans le courant du XVIIe siècle dans la capitale. D'abord il va y avoir des vendeurs ambulants qui vont se promener dans les rues de la ville en vendant du café, donc avec une sorte de structure qu'ils portaient eux-mêmes ou qu'ils portaient sur des petits chariots. Et puis progressivement, on va ouvrir des établissements que l'on va appeler cafés. Alors bien sûr, il existait déjà des établissements où on pouvait aller prendre une bière, on pouvait aller prendre une boisson, etc. Mais la consommation régulière, quotidienne du café, c'était déjà le cas à l'époque? Ah oui, le café en tant que boisson va très rapidement s'imposer dans le courant du XVIIIe siècle. On va même jusqu'à dire que les Parisiens adorent le café et prendront du café dans le courant de la journée. Mais le café en tant que lieu, lui, va devenir une spécificité parisienne dans le sens où il va là aussi se démarquer des autres cafés qui ont pu se créer un peu partout dans le monde, puisqu'il faut bien savoir que le café en tant qu'institution n'est pas une spécialité parisienne, on en trouve partout. Mais le café de Paris, avec sa décoration, ses terrasses, le fait qu'on n'y prenait pas que du café, on pouvait prendre aussi des sorbets, on pouvait lire les journaux, voire manger sur le pouce, tout cela va se développer dans le courant du XVIIe, XVIIIe siècle et surtout au XIXe siècle. Merci beaucoup Patrick Rambourg d'être venu nous voir. Histoire du Paris gastronomique du Moyen-Âge à nos jours, c'est aux éditions Perrin.